Bonsoir. Mesdames, Messieurs, Excellences, chers collègues, partenaires et amis, que vous soyez ici dans la salle ou que vous nous rejoigniez en ligne, bienvenue. C'est un immense plaisir et un grand honneur de vous accueillir ce soir au nom du Global Health Center de l'Institut d'études internationales et du développement, ainsi que l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, dirigé par mon collègue, le professeur Nicolas Ray. Je tiens également à adresser nos remerciements sincères au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, représenté par Monsieur l'ambassadeur Fodé Seck, pour son engagement constant, ainsi qu'à l'Organisation internationale de la francophonie, représentée par Monsieur l'ambassadeur Henri Monceau, pour son soutien précieux à cette initiative. Nous sommes réunis ce soir dans le cadre d'un événement intitulé « Un monde en mutation », un thème qui résonne particulièrement avec les transformations profondes qui connaît notre système international. Ces mutations, qu'elles soient géopolitiques, sanitaires, climatiques, économiques ou sociales, définissent en profondeur les priorités et les modes d'action des États et des acteurs internationaux. C'est dans ce contexte que nous célébrons aujourd'hui un jalon important, le 10e anniversaire de la formation santé et diplomatie. Depuis sa création, cette formation a su anticiper une évolution majeure, celle de la santé comme enjeu central. La santé n'est plus seulement une question technique ou sectorielle. Elle est aujourd'hui au cœur des relations internationales, des négociations multilatérales et des dynamiques de pouvoir. Pandémie, accès équitable aux soins, sécurité sanitaire, gouvernance mondiale de la santé, ces enjeux que nous avons parfois perçus comme techniques ou sectoriels se sont imposés ces dernières années comme des questions profondément politiques. Dans ce contexte, la gouvernance mondiale en matière de santé est devenue un domaine stratégique où les intérêts économiques et sécuritaires nationaux se croisent avec les impératifs de santé publique. Pour évoluer dans ce domaine, il faut des professionnels capables de maîtriser non seulement les sciences et les systèmes de santé, mais aussi les négociations, les rapports de pouvoir, la politique, le droit et l'économie. C'est précisément pour répondre à cette complexité croissante qu'a été conçue la formation santé et diplomatie. Depuis maintenant 10 ans, elle s'attache à former des acteurs capables de faire les liens entre ces mondes, des professionnels à même de traduire les enjeux de santé en priorités politiques et de porter dans les arènes internationales des approches à la fois informées, stratégiques et solidaires. Permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur le déroulé de notre soirée. Dans un instant, j'aurai le plaisir d'animer une discussion en posant une question à chacun des intervenants déjà prêts sur scène. Je céderai ensuite la parole à mon collègue Stéphane Bussard, journaliste très expérimenté du journal suisse Le Temps, qui présentera et animera la table ronde réunissant d'éminents intervenants. Cette conversation sera suivie d'un moment d'échange avec la salle afin d'ouvrir le dialogue et de recueillir vos réflexions et vos expériences. Nous aurons ensuite le plaisir de poursuivre nos discussions dans un cadre plus informel lors de la réception afin de favoriser les échanges et les rencontres. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, votre engagement et votre confiance. Je vais maintenant donner la parole à notre premier groupe d'intervenants afin de mieux comprendre les origines, les motivations et l'évolution du cours santé et diplomatie. Ça marche? OK. Alors, merci beaucoup. Donc, je commence avec
mon collègue, professeur Michel Kazachkin. Michel, vous avez été l'un des initiateurs de ce cours. Au départ, à quel besoin répondait cette formation? Merci, Souris, et merci de l'accueil ici à l'IHEID, au Graduate Institute ce soir. Ce cours, en fait, l'histoire en est assez simple. Je participais à l'enseignement dans le cours qui est né ici, au Graduate Institute, à l'initiative de Ilona Kickbusch. Gauden Silberschmidt, qui est là au premier rang, était l'un des initiateurs aussi de ce cours. Je vois Gianluca Borsi dans la salle qui y participait depuis le début. Et je participais à cet enseignement que je trouvais passionnant, absolument pertinent. J'étais à l'époque le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et je participais au briefing que le même groupe d'enseignants faisait à la veille de la réunion de l'Assemblée mondiale de la santé. Briefing dont la tradition se perpétue toujours. Et j'observais qu'il n'y avait pas de diplomates francophones, que les francophones étaient absents de ces discussions, de ces briefings et de cet enseignement. Or, il est clair, en parlant avec les délégations francophones qui venaient à l'Assemblée mondiale de la santé, qu'il y avait beaucoup de diplomates qui étaient parachutés de leur capitale dans un débat parfois assez technique ici à l'OMS, et il était clair qu'il y avait des experts en santé qui pensaient que les questions ne se résolvent qu'entre experts et qui n'avaient pratiquement pas d'expérience diplomatique, ni de connaissance des processus, des instruments, des protocoles de la diplomatie. Et dans l'année 2012, je crois, il se trouvait que l'ambassadeur Fodesek présidait le groupe des ambassadeurs africains et le groupe des ambassadeurs francophones à Genève, et qu'il invitait chaque mois, je crois, une personnalité ou une personne du monde de la genevois pour parler avec les ambassadeurs. Et il m'avait invité en tant que directeur du Fonds mondial. Et au décours de cette discussion, nous nous sommes dit il nous faut ouvrir un cours francophone. Nous nous sommes alors adressés, nous avons pensé dès le début que ce cours devrait être à la fois co-dirigé par une personnalité du Sud et une personnalité du Nord, pour parler simple, même si ces mots ne définissent pas vraiment le monde tel qu'il est. Et nous avons donc rencontré le directeur de ce qui s'appelait l'Institut des hautes études en affaires internationales et développement de l'époque, avec lequel nous avons signé un accord de principe qui impliquait le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, l'École nationale d'administration du Sénégal, qui est une école qui forme les diplomates au Sénégal. Et depuis, chaque année, depuis maintenant à 10 reprises, puisque c'est le 10e cours, nous organisons ce cours. Et je dois dire que c'est toujours une très grande satisfaction de voir l'interaction entre le monde diplomatique, le monde de la santé. C'est vraiment le cœur de travail de la Genève internationale. Et je suis heureux qu'avec l'ambassadeur Fodesek, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur ce point, on ait monté un cours qui rencontre du succès, qui a maintenant formé plus de 300 personnalités francophones à la santé et à la diplomatie. Merci beaucoup. Félicitations d'abord, parce que c'est vraiment impressionnant ce que vous avez achevé. C'est clair qu'il y a eu une lacune, une grande lacune.
dans l'offre de formation. Donc, je tourne maintenant à l'ambassadeur Sec. Vous avez également été l'un des premiers leaders de ce cours, comme Michel a dit. Pourquoi a-t-elle été aussi pertinente pour le monde francophone, surtout en Afrique? Merci, Madame Souris. Michel a rappelé la genèse de ce cours. Je vais simplement ajouter une touche personnelle. Ça répondait, à titre personnel, à un manque de capacité. Représentant mon pays ici à Genève, venant du Brésil, monsieur l'ambassadeur, les négociations sur les questions de santé. Français, anglais, les deux langues de travail des Nations Unies. Mais ici, j'ai très vite vu que c'est l'anglais qui était devenu la langue de travail. Mon président venait d'être élu président de l'Organisation internationale de la francophonie. Ipso facto, ces ambassadeurs à travers le monde président le groupe francophone. Donc moi, le groupe francophone de Genève. Assemblée mondiale de la santé, conseil exécutif, OMPI, et les déterminants non médicaux de la santé, ça faisait beaucoup. Tous les documents venaient en anglais. Moi, je suis anglophone, j'ai étudié l'anglais, mais pour mes collaborateurs, pour mon pays, ça posait problème. Donc, on s'est mis à réfléchir. Comme chaque mois, j'invitais le groupe francophone recevrait une personnalité de la Genève internationale. Professeur Michel Kajastine a bien voulu venir discuter avec nous, groupe francophone. Et comme il a rappelé, nous sommes dit, il nous faut un cours santé et diplomatie, mais en français, dans cette belle langue qui nous unit. Et je m'en suis donc ouvert à mon gouvernement en faisant des propositions. Et comme il l'a rappelé, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, qui s'appelle maintenant le ministère de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a accepté d'accompagner le projet. Nous avons signé avec l'École nationale d'administration du Sénégal, qui forme pas seulement les diplomates, mais tous les hauts cadres de l'administration sénégalaise, douaniers, inspecteurs des douanes, et tout. Nous avons signé donc cet accord. Donc le cours se tenait alternativement à Genève et à Dakar. Pour la petite histoire, pourquoi Dakar? Mes collègues francophones, vos professeurs nous disaient, mais pourquoi au Sénégal? Et pourquoi pas à Tunis? Pourquoi pas à Yaoundé? Pourquoi pas? J'ai dit, bon, écoutez, comme l'idée est venue de nous, comme nous présidons de la francophonie, laissez-nous l'abriter pour une première fois. Le premier cours, c'est ici à Genève, le second à Dakar. Mais les moyens n'ont pas tellement suivi du côté de mon administration. Et toutes les autres sessions sont tenues ici. Le Covid est venu interrompre le processus, mais c'est reparti de plus belle parce que le Covid est venu confirmer la pertinence de ce cours. Je me demande comment tous ces électeurs ont entendu parler de ce cours. Ils l'ont mis dans leur lettre de motivation et nous voyons que vraiment ça gagne en notoriété. Et ça répond à un besoin vraiment pressant. La santé, c'est pratiquement tout. Je crois que le Covid a ouvert les yeux à nos gouvernements qui ne savaient pas l'importance de la santé, qui n'était pas que médicale. La santé, je regarde l'ambassadeur du Brésil, les déterminants sociaux et autres de la santé. Dans les exercices de simulation que nous donnions aux auditeurs, au 4e cours, 5e cours, je me souviens plus, la négociation c'était sur un ministre des Finances devant distribuer l'argent du budget
pour le bon fonctionnement du pays. Merci beaucoup. C'est clair que Merci. le niveau d'intérêt a beaucoup augmenté ici en Europe, en Afrique, et j'imagine que ça va continuer. On l'espère. Merci. Même avec les programmes basés en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a plusieurs programmes maintenant qui sont lancés dans les années récentes. Donc peut-être je tourne à Madame Sana de Courcelles et on tourne vers l'avenir maintenant. Donc aujourd'hui, comment doit-il évoluer ce cours dans un contexte plus incertain, turbulent, fragmenté, etc., etc., etc. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à dire à quel point c'est un honneur ce soir d'être à la table de ces 3 personnes. Et Souris, bravo pour le français. Quel bonheur d'entendre Souris Moon interagir en français avec une qualité exceptionnelle. Merci infiniment, Souris, pour ça. C'est un cadeau. Effectivement, très rapidement, donc il est apparu, comme vous l'avez compris, que cette formation est née d'un besoin et elle est vraiment née, c'est l'enfant naturel des diplomates et des professionnels de santé. Et évidemment qu'elle a rencontré aussitôt son public. La 10e cohorte que nous avons là est à l'image des 10 précédentes sessions, c'est-à-dire environ un tiers de diplomates, un tiers de professionnels de santé et un tiers de personnes qui sont des gestionnaires de politiques publiques, qui sont des représentants d'organisations non gouvernementales, qui sont à l'interstice entre le secteur de la santé et d'autres enjeux. Et donc vraiment, il y a ce qu'on se dit, on s'émerveille à chacune des formations. J'ai l'honneur de le suivre depuis quelques années maintenant, de la qualité des échanges. C'est vraiment plus qu'une formation, c'est aujourd'hui un séminaire d'échange finalement entre experts. Et il y a un cocon lié à la francophonie qui justement aussi nous sied énormément. 10 ans après, effectivement, on entre dans une nouvelle phase. Évidemment, le contexte international est plus fragmenté. La santé a vécu aussi sa grande période, comme nous sommes en Suisse, nous pouvons dire de vaches grasses. Aujourd'hui, elles sont un petit peu plus maigres. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. C'est sans doute le point le plus difficile aujourd'hui à gérer dans la santé mondiale et dans le système international. Les équilibres sont en pleine recomposition. Et finalement, on a besoin de plus que jamais d'espace de dialogue, d'interaction, d'échange. Et c'est justement l'enjeu de cette formation, c'est vraiment d'évoluer vers... On n'est vraiment pas, et ça n'a jamais été l'approche, dans une approche descendante, mais plutôt vraiment de dialogue et de construction d'un certain niveau de confiance. Sur les 300 personnes qui ont été formées, de nombreuses personnes, là, tous quasiment, sont toujours dans le secteur de la santé mondiale. Je voulais déjà rendre hommage aussi à Mariam Sy, qui rentre dans le comité directeur sous peu de la formation et qui était dans la première cohorte. C'était une personne qui était formée de la première année. Aujourd'hui, elle est ambassadrice du Sénégal après avoir fait plusieurs postes. Actuellement, elle est en Gambie. Elle nous rejoint demain. Et là, ça n'a pas pu arriver aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment la force de cette formation. Et on souhaite plus que jamais, effectivement, poursuivre cette initiative, la renforcer. C'est-à-dire aussi en renforçant encore les collaborations. On a parlé évidemment de l'histoire avec le Graduate Institute, l'Université de Genève, le gouvernement sénégalais et l'École nationale d'administration. Le CDC africain s'est également approché de nous pour offrir aussi cette formation francophone. Alors figurez-vous que le CDC africain propose des formations en santé mondiale uniquement en anglais. Et donc, eux aussi s'interrogent exactement dans les mêmes termes et je souhaite développer en français des formations. Donc, vraiment, ce sujet arrive partout. Et donc, on a vraiment cette conviction très forte dont on a parlé. Et je voudrais simplement terminer avec ce qui représente un petit peu ce cours. C'est l'hommage à nos fondateurs, à Michel Kazatchkine, à Fodesec. Je crois que moi, je mesure, mais j'espère vraiment que l'auditoire mesure à quel point nous avons des personnes qui ont eu des carrières nationales et internationales de très haut rang. Le créateur de l'Agence nationale pour le sida en France, ambassadeur de France, créateur du Fonds mondial et j'en passe. Ancien secrétaire général de son gouvernement, ambassadeur à Genève, ambassadeur à New York. Et officiellement, sur le papier, ils sont censés avoir terminé leur carrière et ils ne s'arrêtent pas un instant. Et c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Ce sont des bénévoles, au même titre que tous les intervenants dans cette formation. On a un vrai enjeu d'inclusion.
Nous sommes vraiment dans une logique de rendre ce que la vie nous a donné collectivement. Et donc, tout ce qui est rapporté pour la formation va dans des bourses pour que des personnes puissent venir bénéficier de cette formation. Et donc, vraiment, on tire au maximum pour pouvoir avoir les profils les plus intéressants et les plus prometteurs. Ce comité directeur, il est né de personnes dont aucune d'entre elles n'est née française. Donc, c'est vraiment dans l'origine aussi et dans l'essence même de la francophonie. Et je voudrais juste donner un dernier point qui est celui de Claude Agege. Henri m'entend toujours en parler, mais je crois que c'est vraiment important. Un linguiste qui disait qu'il y avait quelque part aussi un souffle de la langue. Et donc, pour moi, proposer des formations en français, ça ne me pose aucun problème d'avoir le bilinguisme non honteux. Mais quand on parle dans une langue qui est celle avec laquelle on a grandi, il y a un souffle particulier, il y a une connivence, il y a un dialogue qui se fait, qui est l'essence même de la diplomatie et qui est celui de se comprendre, d'essayer d'aller vers l'autre. Et je remercie encore nos fondateurs de l'avoir fait et je ferai tout avec Marianne, avec les enseignants pour que cette formation dure au moins autant que ce qu'elle a duré jusque-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sana, pour cette vision vraiment inspirante. J'ai hâte de fêter avec vous peut-être le 15e, peut-être le 20e anniversaire d'ici peu. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à Stéphane Bussard et inviter nos éminents intervenants à monter sur scène. Sana? Content de revoir voisin. Vous vous souvenez, au conseil, on était voisins. Tout à fait. Voilà, on est bien installé. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir aussi d'être ici avec vous dans le cadre de cette formation et avec un panel exceptionnel pour parler de questions qui nous importent dans un contexte international effectivement très difficile. Le multilatéralisme, comme vous le savez, est en difficulté. On l'a vu cette dernière année, notamment ici à Genève, avec des coupes dans les budgets de l'aide au développement qui impactent les agences onusiennes, avec le retrait américain de l'espace multilatéral, avec effectivement une redéfinition des rapports de force entre puissances. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et bien entendu, dans ce cadre-là, la santé mondiale est affectée. Et donc on va essayer de discuter un peu de ça et d'entrer un peu dans les détails. Alors je vais peut-être commencer maintenant par un petit tour de table. Excusez-moi, messieurs, mesdames, je vais peut-être vous interrompre, c'est pas de l'impolitesse, mais nous sommes un peu mal éduqués, nous journalistes, donc si je me permettrai de vous interrompre le cas échéant. Voilà, je vais peut-être commencer peut-être par monsieur l'ambassadeur du Cameroun, monsieur Ehé. Comment vous vivez un peu cette période, vu du Cameroun? Bon, vous êtes ici à Genève, mais comment vous vivez cette période de redéfinition de l'ordre international, et puis dans le domaine de la santé, bien sûr, est-ce que la santé sera l'une des premières victimes de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le multilatéralisme qui honnêtement est peut-être pas en panne, puisqu'il y a quand même des aspects aussi positifs. J'ai appris que ces derniers jours, le Mexique faisait tout pour se diriger vers une couverture médicale universelle, et ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc tout n'est pas gris ou noir. Donc, monsieur l'ambassadeur, quel est votre sentiment sur cette période qu'on vit aujourd'hui? D'abord, je tiens à remercier les initiateurs de ce cours, les organisateurs, les initiateurs. Moi, je ne les connaissais pas, je viens de faire connaissance. Je félicite, je suis très heureux
d'avoir rencontré l'ambassadeur Fodesek, M. Michel Kazestine, que j'ai connu dans une autre vie. J'étais encore au Cameroun quand il officiait en qualité de président du Fonds mondial pour le sida, la malaria, la tuberculose. Et je félicite ceux qui ont initié cette table ronde. Je salue tous les copanélistes. D'abord, la question que vous me posez, je crois que la période que nous vivons est dans l'ordre des choses. Nous vivons dans une équipe, dans un moment où il y a trop de bouleversements. Et je crois que ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Ce moment n'est pas unique. Certainement, il passera et d'autres moments viendront. Pour rentrer dans le domaine de la santé, je dirais à la suite de ce dont on vient de remplacer sur cette table, que la santé est un bien précieux. La santé, je dirais, comme on dit vulgairement, il y a une maxime qui est connue, pas de santé, pas de vie. La santé, c'est la priorité. Sans santé, nous ne serions pas ici. Donc, au jour d'aujourd'hui, la santé est devenue un enjeu mondial, stratégique, qui s'invite au cœur des relations internationales. C'est, je peux dire, c'est la problématique centrale aujourd'hui des relations internationales. C'est un bien public mondial, la santé aujourd'hui. Et que tout ce que nous vivons, tous ces bouleversements, tous ces questionnements, pour moi, se rentrent dans l'ordre des choses. Et il y a donc, lorsqu'on fait une corrélation entre les questions de santé et les relations internationales, on en vient donc à ce que vous avez au titre de ce cours, la diplomatie de la santé. Et je crois que c'est en cela la diplomatie de la santé parce qu'elle invite les relations internationales. Elle invite l'utilisation des outils des relations internationales, qui sont les cadres de négociation, qui sont des canaux, qui sont des plateformes comme celle-ci, à adresser des questions de santé qui sont cruciales aujourd'hui. Regardez, il y a quelques années, il y a environ 7 ans, nous avons connu une panique générale suscitée par la COVID-19. Tout le monde, chaque individu, chaque État, c'était le branle-bas. C'était la remise en cause de tout ce que nous avons construit, de tout ce que l'humanité a construit, ou tout au moins de tout ce que la période récente a construit il y a environ 80 ans avec la création, 78 ans avec la création de l'OMS. C'était une sorte de remise en cause. Vous parlez de bien public. Est-ce qu'il y a une prise de conscience en Afrique que c'est vraiment un bien public maintenant parmi les dirigeants africains? C'est un bien public, elle est prise en compte en Afrique. Si je prends l'exemple de mon pays, lorsqu'on voit tout à l'heure, je crois que c'est l'ambassadeur Fodesek qui faisait allusion à un cours dans la répartition de l'enveloppe budgétaire des États. L'enveloppe qui est destinée au ministère de la Santé chez moi, dans mon pays, est l'une des plus grosses enveloppes. Donc, il y a une prise de conscience. Les questions de santé sont importantes parce que sans santé, il n'y a pas de développement. Nous sommes des pays en développement. Nous avons besoin des populations en bonne santé pour impulser le développement. Merci pour cette première prise de parole. Monsieur l'ambassadeur Da Silva Nunes, vous êtes aussi ancré ici dans la Genève internationale, vous êtes au cœur de la diplomatie, du multilatéralisme. Comment vous vivez cette période, pour prendre une expression qui caractérise pas nécessairement bien les relations internationales, mais vous, comme pays du Sud, vous nous le disiez vous-même, comment vous vivez ce moment? Et quels sont encore les espoirs que vous avez, les craintes que vous avez par rapport à ce qu'on vit, notamment au niveau de la santé? Merci. Je commence par saluer d'abord les créateurs, n'est-ce pas, de ce cours, féliciter aux organisateurs et ajouter ma voix au joyeux anniversaire pour la 10e édition. C'est un grand honneur pour moi d'être ici au Graduate et je salue aussi Madame Maglor, la directrice de cette institution, et aussi mes collègues copanélistes, mais surtout vous-même, les participants. Je suis vraiment très ravi de pouvoir échanger pour quelques minutes, n'est-ce pas? C'est toujours difficile. D'habitude, je ne prépare pas de notes préconçues, juste des points de repère. Mais là, pour répondre à votre question, c'est très difficile pour nous de nous
étiquetés, n'est-ce pas, pays du Sud, mutation, transition, c'est vraiment la complexité est tellement, elle a toujours été, c'est pas un cas unique. Donc, je commence pour dire ça, parce que je questionne un peu cette idée, n'est-ce pas, qu'on est en transition, en mutation, tout le monde, c'est un bouleversement. On a toujours expérimenté cela. Donc, à mon avis, il faut voir, d'une part, quelle est l'opportunité, l'occasion que cela nous offre. Et pour la santé, c'est très clair. On a vécu un moment, après tant d'années de création de l'Organisation mondiale de la santé, et permettez-moi de faire une petite propagande, mais le Brésil a été au début de cette organisation avec un autre médecin d'origine norvégienne et chinoise. Donc, c'était 3 médecins qui, à San Francisco, se sont dit, écoutez, c'est très bien d'avoir les Nations Unies, mais il faut peut-être penser à une organisation exclusivement centrée en la santé. C'est une question de sécurité mondiale, mais aussi de paix. Donc, ça rejoint un pilier important des 3 piliers des Nations Unies. Donc, quand on regarde ces 3 piliers, développement, droits humains et paix et sécurité, la santé, elle fait partie des 3. Il n'y a pas de développement, surtout développement durable, sans qu'il y ait de la santé, n'est-ce pas? Une santé qui soit à la portée de tous. Et donc, pour nous, c'est une occasion, surtout pour un pays comme le mien, qui a un leadership de pro-durabilité, une participation, gouvernance inclusive et réduction des inégalités. Donc ça, on ancre la santé exactement dans n'est-ce pas, dans ce centre d'idées dans la diplomatie, d'essayer de voir et jouer avec tout ce qu'on a comme élément. Et c'est pas facile. Donc, je veux pas donner une vision un peu durch Rosenbrille. C'est pas le moment d'être trop optimiste et naïf, surtout. Mais je crois qu'il y a une occasion, parce qu'on a vécu un moment, et surtout sur le Covid-19, comme a parlé mon collègue, on a assisté à une improvisation. On n'était pas prêt. On ne savait pas comment se préparer. La riposte n'était pas à la hauteur, n'est-ce pas, du problème. Donc, on a appris une leçon. Est-ce qu'on a vraiment... Cette leçon, elle était apprise ou pas? Là, c'est une question pour tout le monde. Et surtout pour les acteurs non étatiques. Parce que là, quand on négocie des accords et des annexes, et pas APA, c'est toujours la question, pourquoi est-ce qu'on fait que dans une enceinte fermée, à l'abri, n'est-ce pas, des critiques et aussi des yeux des gens qui non seulement vont subir, mais vont implémenter, ce seront eux qui vont faire, n'est-ce pas, ce qu'on crée comme une norme légale. Donc là, tout ce genre de questions, pour nous, c'est une occasion de faire mieux, d'apprendre à faire mieux, parce qu'il faut sortir de l'improvisation, il faut sortir d'excès, n'est-ce pas, de contributions volontaires, surtout des contributions fléchées, n'est-ce pas, qui étaient self-serving, donc elles revenaient aux intérêts commerciaux, n'est-ce pas, des gens qui donnaient de l'argent. Donc ça, il faut en finir avec ça et transcendre et voir au-delà. Et pour nous, c'est une occasion de créer un monde plus sain où les maladies tropicales négligées, par exemple, seront finalement objet d'un traitement. Aussi, les dites maladies socialement, à l'incidence sociale aussi. Donc, on a des vieux problèmes comme ces maladies-là, des vieux problèmes comme le sida, qui pourraient être réglés et résolus, et aussi d'autres problèmes qu'on a vus au Covid-19, donc d'autres futurs pandémies. Donc là, pour nous, c'est une occasion. Merci beaucoup. En tout cas, c'est quelque part réjouissant d'entendre les 2 premiers intervenants nous donner justement de l'espoir, parce que bon, nous, journalistes, peignons toujours le diable sur la muraille, et là, ça fait plaisir d'entendre que voilà, c'est pas... On a l'impression qu'on est au nord, on est complètement figé et que tout nous fout le camp, mais visiblement, il y a encore de l'espoir, et c'est bien. Gaudens Silberschmidt, pour vous, la crise, c'est aussi une opportunité à l'OMS ou c'était quand même un peu plus dur que ça? Merci beaucoup et je rejoins les remerciements et les salutations de mes collègues qui ont déjà parlé. Je crois que c'est les 2. D'une part, il faut être honnête. Oui, la baisse de l'aide officielle au développement était due, mais pas une chute libre comme on l'a vécu. Et en premier lieu,
ça tue des centaines de milliers de personnes. Il faut l'admettre, il ne faut pas dire à opportunité seulement. C'est brutal. Pour nous, à l'OMS, ça n'a pas tué, mais c'était aussi brutal en perdant 25% de postes. Le moral était vraiment tout en bas. Mais on avait un peu l'avantage, si on veut dire, envers d'autres, que on savait du premier jour du mandat du président américain qui partait. Moi, je suis responsable du financement de l'OMS, alors je table sur 0. Et je n'ai pas comme beaucoup d'autres qui continuent à vivre dans l'incertitude. Et ce que vous venez de dire, ambassadeur Tovar, sur les contributions fléchées, on est en train d'analyser et de comparer notre financement avec les autres agences. D'une part, plus ou moins, on est en train de sortir de la crise et de vraiment stabiliser à 20% de moins. Ça fait mal, mais ça stabilise. Mais d'autre part, l'année passée était la première année où moins de 50% des contributions volontaires venaient des pays de l'OCDE, du Development Assistance, du comité d'aide au développement, et plus que 50% venaient des pays non OCDE, des banques multilatérales, des fondations, de tous les autres. Ça veut dire notre dépendance sur l'aide officielle au développement à l'OMS est nettement plus faible et on est la seule agence qui voit une augmentation des contributions obligatoires, 2 fois 20%, on espère la même chose l'année prochaine, de nouveau, mais on va dans la bonne direction. Et effectivement, quand le Brésil et la Chine ont pris l'initiative de créer l'OMS, c'était avant l'ère de l'aide officielle au développement. Ça veut dire que le mandat que nous avons était pertinent avant cette ère et sera pertinent après l'ère. Parce que si on veut, on est 3 organisations en une. On est une agence normative pour tous les pays, au niveau global et au niveau pays. On est une agence de développement et on est les pompiers du monde en matière de santé, une agence d'urgence. Le premier et le troisième vont rester, même si l'aide au développement va baisser. Si je vous comprends bien, l'OMS devient même, disons, une organisation des petites et moyennes puissances, puisque maintenant elles interviennent davantage dans le financement. C'est pas que les grandes puissances qui, d'ailleurs, certaines se sont retirées de l'OMS, pour ne pas les nommer les États-Unis. Est-ce que quelque part les petites et moyennes puissances voient dans l'OMS quelque chose d'extrêmement utile, extrêmement fort, et ils s'identifient davantage maintenant à cette organisation? On se rappelle tous l'année passée à l'Assemblée mondiale de la santé, l'accord pandémique, en pleine crise du multilatéralisme, la Slovaquie demande le vote, tout le monde devient nerveux, 125-0. 0 quelques abstentions, mais il faut pas oublier que la grande majorité des pays tiennent au multilatéralisme et le vivent. Merci. Marie-Laure, directrice de cet institut qui a été créé en 1927 à l'époque de la Société des Nations. On connaît le destin de la Société des Nations, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut nourrir quand même davantage d'espoir sur la transformation ou la mutation du multilatéralisme? Comment vous voyez un peu la situation actuelle? Est-ce que c'est aussi une manière de rebondir mieux en intégrant davantage le Nord, le Sud, pour le résumer? Merci beaucoup. Donc déjà, je voudrais me joindre aux félicitations, aux vœux de joyeux anniversaire, aux remerciements pour les fondateurs et à tous mes vœux pour les successeurs, et aussi vous accueillir toutes et tous ce soir et aussi reconnaître mes copanélistes. Je vais être aussi positive et optimiste. Je crois qu'en fait, le moment où nous sommes est un grand moment d'opportunité. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il faut reconnaître le fait que le multilatéralisme, c'est pas Trump qui l'a cassé.
Le multilatéralisme avait un certain nombre de problèmes, de dimensions problématiques dans la manière dont était structuré le multilatéralisme. Pas le multilatéralisme dans son essence, on est tous fortement attachés à ça, mais la manière dont il était structuré, on voyait que ça craquait dans un certain nombre d'endroits. Ça craquait, on l'a tous beaucoup déjà dit, sur la question de l'inclusivité, puisque c'est un système qui est né dans sa deuxième variante en 1945, dans un certain contexte géopolitique, n'a plus rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce contexte. Donc, par définition, la dimension d'inclusivité pêchée. La dimension de légitimité est un grand souci de notre mode multilatéral. Les accusations de double standard sont fondées et poser un véritable problème. On peut quand même aussi reconnaître, bien sûr, des limites dans l'efficacité et l'efficience, dans les deux dimensions du terme. Et puis, je rajouterai une dimension, et pour revenir un petit peu sur la santé, qui me paraît être vraiment une vraie opportunité, c'était un petit peu la dimension silo technique et silo en particulier de ce qui se passait à Genève. Et là, tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette séance, c'est la reconnaissance que on doit penser systémique et que la santé est un excellent moyen d'entrer pour cette pensée systémique, parce que la santé est au cœur, la santé est au cœur de tout, et deuxièmement, la santé est vraiment notre bien public commun à tous. Là, je pense qu'on peut tous être d'accord, alors, sauf peut-être Trump et compagnie, mais il y a une vraie reconnaissance très largement partagée que la santé est la base de tout et qu'elle est connectée à l'environnement, qu'elle est connectée à la technologie dans un double sens, positif mais aussi négatif, qu'elle est connectée évidemment aux questions de ressources économiques, qu'elle est connectée à la capacité de l'intégration sociale, puisque si on intègre dans la notion de santé aussi la dimension de santé mentale, on voit tous ces éléments. Donc je crois en effet vraiment que c'est un vrai moment d'opportunité pour réinventer une nouvelle forme de multilatéralisme et que la santé peut être vraiment le laboratoire d'entrée principal. Merci beaucoup. Ambassadeur Vimont, alors on a entendu un peu les interventions précédentes. Effectivement, une chance. Bon, je vais jouer un peu les avocats du diable, c'est mon rôle. Vous prenez justement la santé mondiale, c'est inscrit à l'agenda, par exemple, du G20, du G7, et aujourd'hui, on l'a retiré de l'agenda du G7. Alors, vous qui avez beaucoup agi dans la diplomatie pendant des décennies, vous étiez ambassadeur aux États-Unis, comment vous vivez ce moment géopolitique et a-t-on vraiment la capacité et des pistes pour effectivement transformer un système qui n'était pas suffisamment inclusif, qui n'était pas suffisamment efficient? Comment vous voyez la chose? D'abord, si je ne présentais pas moi aussi mes félicitations au trio qui est là devant nous, je faillirais à mes obligations. Donc, félicitations et merci de votre invitation ce soir. Pour répondre très rapidement à votre question, parce que je crois qu'il faut au contraire maintenir ce dialogue. Un peu comme tout le monde, je veux être optimiste malgré tout, mais je crois que pour que le multilatéral rebondisse, il faut qu'il ne soit pas dans le déni. Et vous avez raison, je suis d'accord avec vous. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en matière de santé, comme dans pratiquement tous les autres domaines, on assiste à une forme de renationalisation aujourd'hui. Les États sont égoïstes. Ils ne s'occupent que de leurs problèmes à eux. Dans un contexte où le retour de la guerre un peu partout pose d'énormes problèmes de sécurité, de défense des intérêts nationaux. Et ça a des conséquences en termes financiers, en termes de priorité, en termes de rapport entre le niveau national et le niveau international, le niveau collectif. Et je crois qu'il faut être conscient de cette réalité-là si on veut pouvoir trouver les éléments de réponse. Et moi, c'est plutôt vers
vers le côté qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. Et il me semble qu'il y a plusieurs choses et que l'une d'entre elles, puisque la formation, c'est une formation diplomatique au départ, c'est comment est-ce que la diplomatie aujourd'hui en matière de santé publique, comme dans le reste, peut sortir des travers dans lesquels il me semble qu'elle s'est un peu avancée et enfoncée depuis quelque temps. Le premier, c'est qu'elle est dans la gestion de crise. Elle ne fait plus que de la gestion de crise pour l'essentiel, et c'est compréhensible parce que les crises se multiplient tous les jours, mais que la possibilité d'avoir un peu de hauteur de vue et de comprendre et de réfléchir en termes stratégiques et en termes de vision manque aujourd'hui considérablement. Et la question qui était soulevée tout à l'heure et que je trouve très juste, qui est comment se fait-il, il faut regretter qu'au moment du Covid, de la Covid-19, on n'ait pas été prêt. La vérité, c'est qu'on est prêt pour rien. La guerre d'Ukraine nous a pris par surprise. Après le 7 octobre, la violence de la réaction israélienne nous a tous pris par surprise, et la guerre d'Iran que nous vivons actuellement nous a quand même sérieusement déstabilisés. Et donc, je crois que ça, il faut le prendre en compte, non pas pour se dire c'est terrible, pour se couvrir la tête de cendre et pour dire il n'y a rien à faire, mais il faut être un peu lucide et voir la réalité en face. Et donc, pour moi, c'est comment aujourd'hui ramener le métier de diplomatie au cœur de ce qu'il sait faire, de ce qu'il savait faire dans le passé et qu'il doit faire à nouveau. C'est-à-dire être capable de se rénover, de réfléchir, de retrouver le chemin. Parce que, et la question était posée ce matin ou au début d'après-midi, lorsque nous avons travaillé ensemble, c'est est-ce qu'on peut être encore optimiste sur le métier de diplomate? Pour moi, c'est une évidence. Alors, je suis un peu biaisé, je le conviens, ayant fait ça toute ma vie, mais je reste convaincu qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions et que ce que nous vivons aujourd'hui en Iran, en Ukraine et en Russie et au Liban, à Gaza et ailleurs, prouve qu'au contraire, c'est la diplomatie dont on a besoin plus que jamais. Formidable, merci beaucoup. Maintenant, je vais entrer peut-être un peu plus dans les détails des questions de santé. Monsieur l'ambassadeur da Silva Nunes, Monsieur Vimon, l'ambassadeur Wim Vimon nous disait qu'il faut pas faire du déni de réalité. J'ai envie de parler quelque chose d'important, qui est actuellement vous savez qu'il y a un accord pandémique donc qui a été adopté l'année dernière, et aujourd'hui, à partir de demain, il y a des négociations informelles, et à partir de la semaine prochaine, des négociations formelles sur l'annexe. Donc c'est des éléments supplémentaires à cet accord pandémique, mais une annexe qui est absolument cruciale, parce qu'il s'agit de toute la question du partage des agents pathogènes et des bénéfices et des avantages qu'on peut en tirer. Et là, moi, je connais votre franchise. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez, parce que, grosso modo, je vous entendais tout à l'heure me dire, voilà, il y a souvent une confrontation entre le business et la santé. Et là, j'ai l'impression, vous le disiez par rapport au tabac, à la convention cadre sur le tabac, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la même opposition, business et santé, intérêt général. Quel est votre sentiment sur un élément absolument crucial qui va jouer un rôle fondamental, même pour l'OMS? Oui, merci d'avoir posé cette question. Vous savez, j'ai eu l'honneur de présider les négociations sur l'article 12. L'article 12 porte justement sur l'accès aux pathogènes et partage des bénéfices. Donc, j'avais à mon côté la coprésidente à l'époque, une dame française qui a été très brave et qui m'a laissé jouer. C'était très difficile les négociations parce que on ne savait pas où on allait avec cette idée, n'est-ce pas, de demander aux participants de mettre à côté comme donation, d'une façon gratuite, 10% du total de la production. Donc, pour tout le monde, ça paraissait non seulement difficile, mais impossible, n'est-ce pas, de mener non seulement le 10% gratuit, mais encore une autre partie pour des prix abordables, à des prix abordables. Donc,
cet ensemble, 20%, n'est-ce pas, l'objectif d'avoir pour les vaccins, les thérapies et les diagnostics, cette quantité de base, n'est-ce pas, comme un stock pour l'OMS, gérer des situations de crise pandémique. Ça, quand on a finalement approuvé, n'est-ce pas, adopté l'accord avec l'article 12, donc avec cette idée d'avoir non seulement lors des pandémies, mais aussi lors des émergences, et aussi tout le temps, une participation des fabricants, n'est-ce pas, et d'autres participants au système d'accès et partage des bénéfices, c'est là où on s'est dit, bon, la partie la plus difficile a été déjà vaincue. Donc, on a passé cette partie. C'est là où il faut se concentrer. L'annexe est un raffinement, n'est-ce pas, les détails, comment on va faire l'accès. Par exemple, on se demande maintenant si jamais il faut transformer l'obligation de partager, n'est-ce pas, d'alerter et de transférer les éléments de séquençage d'informations et aussi les échantillons, n'est-ce pas, le matériel sur les pathogènes, si cela devait être une obligation ferme, contraignante, ou une invitation. Alors là, c'est bien sûr le cœur, n'est-ce pas? Si jamais je dis, je partage l'information que j'ai, mais le système se bénéficie automatiquement, n'est-ce pas, de cet accès que je donne ou de cette information que je partage, est-ce que le système va aussi bénéficier du partage de bénéfices? Est-ce qu'il y aura une rémunération pour le système pour qu'il puisse fonctionner? L'OMS aura besoin, n'est-ce pas, d'un budget pour ce système. Et il y a des laboratoires dans des pays encore plus vulnérables qui devront être développés pour qu'ils puissent alerter le monde. Donc, il y a tout un... Enfin, ce n'est pas une chose transactionnelle. Je ne partage pas mes pathogènes dans mon pays pour avoir mon pays le bénéfice, mais pour que le système se bénéficie. Donc, l'alerte ou l'accès aux pathogènes devrait être, oui, fait par le biais d'un laboratoire qui est donc d'un pays, mais le système tout entier devrait se bénéficier automatiquement, immédiatement, de la même mesure. C'est là l'équilibre qu'on cherche. Si jamais on accepte qu'il ne peut pas être, disons, une alerte volontaire, ah, je vais alerter le monde, je vais partager les informations du séquençage, si j'ai envie, si je trouve que le système est bénéfique, là, à mon avis, alors je parle comme Brésil et pas comme membre, n'est-ce pas, du bureau et comme co-président, là, on n'aurait pas le même succès qu'on a eu pour l'accord. Donc, il faut que ce soit des choses obligatoires. C'est ça. L'obligation de partager, de donner accès, mais aussi l'obligation du partage des bénéfices. C'est les deux, et c'est pour cela qu'on insiste, n'est-ce pas, et c'est difficile de changer. Enfin, vous avez parlé du business, c'est un peu une abréviation, c'est un problème plus complexe, mais oui, il y a une intervention, n'est-ce pas, les gens qui ont déjà dit oui pour le 10% gratuit. Ils veulent dire, ah, écoutez, non, je m'arrête là, je ne veux plus d'autres obligations. Mais ils comprennent, n'est-ce pas, qu'il faudra peut-être, dans la mesure et avec un peu de flexibilité, lorsqu'on se mettra d'accord avec l'OMS, quand on se sent, moi, fabricant de vaccins, par exemple, je suis d'accord pour signer un accord. Alors, je dis, je suis prêt à faire cela, même pour payer le transport du vaccin jusqu'au point où l'OMS m'indique. Il y a donc un terrain plus flexible qu'on pourrait jouer, mais il faut qu'il y ait une obligation de contribuer et de partager. C'est ça le plus important. Merci. Monsieur l'ambassadeur, quand vous entendez Monsieur Da Silva Nunes, quel est votre sentiment? Parce qu'on a tous vécu le Covid, et en Afrique, ben voilà, il y a eu quand même pas mal de frustration par rapport au non-partage. Et moi, je voulais savoir comment vous voyez un peu ces négociations là, par exemple sur l'annexe, qui porte à mon avis mal son nom parce que c'est peut-être là l'élément central de la transformation du système multilatéral, en le rendant beaucoup plus inclusif. Mais là, comment vous voyez cette question-là? Est-ce que le continent africain va plutôt vers une résilience continentale et elle va essayer de développer elle-même? Est-ce que vous avez vraiment confiance dans la manière dont les pays du Nord, qui abritent toutes l'industrie pharmaceutique, va quand même faire un effort?
Merci beaucoup pour cette question que je considère comme question centrale, question stratégique, j'allais dire, de toutes ces négociations. Je crois que le problème que vous posez, pour moi, fait appel à, je l'ai toujours dit pendant ces négociations, à l'idéal même de ce que nous sommes, du multilatéralisme, ou bien même de l'OMS. Tout à l'heure, on a été tous unanimes de reconnaître que les questions de santé, aujourd'hui, constituent un bien public mondial. Donc, il faut partir de cet idéal. Si c'est un bien public mondial, alors il y a toute une philosophie que nous devons mettre en œuvre. Et puis, si l'on prend le problème inversement, ça pose la question centrale du débat aujourd'hui, quels sont les défis? Ça ramène à ces défis. Tout à l'heure, la question que vous posez en disant, oui, le Nord a des industries, il y a eu un problème, par exemple, de mauvais partage, la mauvaise distribution des vaccins. Nous connaissons que les relations sont asymétriques. Il y a des inégalités dans le système. Si nous partons de l'idée que les recherches qui sont faites, bien l'article 12, vise le bien public mondial, alors il faudrait qu'on ait une autre vision de cet article. C'est vrai, au groupe africain, on a été heureux, on a participé massivement déjà à l'adoption du traité en mai 2025. Évidemment, il y a la partie 12 qui reste. Et cette partie 12, nous travaillons activement à ce qu'elle soit incorporée. Mais la partie 12 fait intervenir beaucoup d'autres éléments. Dans la partie 12, il y a les droits de propriété intellectuelle qui sont au cœur de tout ce débat. On n'ignore pas. Nous sommes... le Sud a aussi des velléités, pas des vérités qui sont justes, des ambitions qui sont justes. Nous devons développer nos industries pharmaceutiques. Nous devons développer la recherche. Je suis heureux que vous ayez relevé ce que nous avons vécu pendant le Covid-19. Je ne dis pas que c'était des désastre, mais Dieu merci, je crois que l'Afrique a eu moins de décès dans la période Covid-19. Mais les vaccins n'ont pas été bien distribués. Et l'accès à la technologie des vaccins reste toujours un problème jusqu'aujourd'hui. Donc, les discussions de la partie 12, au niveau du groupe africain, nous restons constructifs, nous restons ouverts et nous restons dans l'idéal de ce que le traité sur les pandémies est un bien public. Le traité sur les pandémies a été élaboré dans l'hypothèse de répondre à des pandémies futures, à la prévention, à la recherche, au traitement. Et donc, si nous restons sur cette approche, effectivement, notre regard sur la partie 12 est qu'il faut que ça reste un bien public. Le problème de l'accès aux pathogènes, ou bien le problème des avantages, doit épouser cette philosophie. La santé est un bien public. Merci beaucoup. Gaudens Silberschmidt, vu tout ce dont on a parlé, comment vous voyez la future architecture, je dirais, de la santé mondiale ici à Genève? Vous savez qu'à Genève, on a l'Organisation mondiale de la santé, bien sûr, mais il y a aussi l'Alliance du vaccin, Gavi, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, il y a eu des réformes qui ont été menées, mais est-ce qu'elles ont vraiment été stratégiques? Parce que effectivement, ces trois entités qui représentent à peu près, avec d'autres, 48% des contributions à la Genève internationale, c'est énorme. Donc c'est vraiment le navire amiral, la santé mondiale ici à Genève. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va suffisamment loin et qu'on est suffisamment stratégique? Peut-être je commence sur le terme architecture, je dirais plutôt le paysage. Parce que l'architecture, il y a un architecte derrière. Et là, vous me demandez d'être l'architecte et je peux peut-être décrire pourquoi on est prudent avec cette approche. Nous sommes en train de définir et de soumettre à l'Assemblée un processus où on va définir ce paysage ensemble. Bien sûr, l'OMS a un rôle de coordination qui est important, mais si l'OMS maintenant se mettrait à dire « voici notre vision de l'architecture du paysage futur », les autres ne suivront pas. C'est pour ça qu'on s'abstient délibérément, avec humilité, confiance et humilité, de dire « voici notre vision, c'est comme ça que ça doit être ». Ah ben non, c'est quelque chose qu'on va devoir définir ensemble entre les acteurs clés, avec les pays, parce
L'OMS, ce n'est pas le secrétariat, c'est vous l'OMS, ce n'est pas moi l'OMS, c'est les pays, et avec tous les acteurs autres, avec la société civile, avec l'académie, avec l'industrie, avec tous ensemble, qu'on va définir quel paysage est-ce qu'on a besoin pour l'avenir. Il doit changer, mais il ne doit pas être réinventé de zéro, parce qu'il faudrait l'agence normative et de coordination, il faut des agents de financement et ils ont des mandats très distincts. En fait, l'opportunité est très bonne parce qu'avec le rétrécissement des ressources, le problème de se marcher sur les pieds est moins grand. Parce que quand il y avait beaucoup de ressources, la tendance est que chacun veuille prendre un peu plus et commence à marcher sur la plate-bande de l'autre. Avec le rétrécissement des ressources, nous, on est aussi clair, et le Dr Tedros dit la même chose, s'il y a une fonction qu'on ne devrait pas faire, même si on a des ressources, on devrait la donner à quelqu'un d'autre de le faire. Chacun va devoir faire ce que chacun fait le mieux. Merci. Marie-Laure, vous parliez tout à l'heure du multilatéralisme qui avait ses défauts même avant Donald Trump. Quels étaient les éléments centraux, les défauts centraux du multilatéralisme? Et comment Genève, notamment, hein, peut-elle se réinventer? Quelles sont les pistes? Un multilatéralisme par projet, comme l'évoquait Emmanuel Macron, ou autre chose? Quelle est un peu la manière d'envisager l'avenir? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y avait des points fondamentaux. Je vais juste mettre des bullet points ici. L'inclusivité, l'absence, enfin les limites de l'inclusivité, on va dire, la légitimité, le problème de légitimité, avec le rôle que doit jouer ce système, c'est de se tenir aux règles qu'il se définit lui-même, quelle que soit la situation. L'efficacité et l'efficience qui sont liées évidemment à des questions de gouvernance et on en a pas mal parlé. Et encore une fois, là, sur le dernier point que j'avais souligné, cette approche silo qui, on le voit très bien, n'est plus adaptée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut à la fois réformer ces organisations dans une logique de cost-cutting, on va dire, qui est quand même assez basique, mais il faut aussi avoir un peu plus d'imagination. Et cette imagination, elle doit passer par un certain nombre de choses. Donc, elle doit passer par, oui, qui fait quoi et qui le fait le mieux, mais comment on coordonne aussi beaucoup plus. Parce que cette notion de coordination entre des acteurs dans la santé, mais aussi au-delà de la santé, comme je disais tout à l'heure, va devenir vraiment fondamental. Et comment on va faire ça? En effet, on ne va pas le faire tous ensemble, en tout cas pas pour l'instant, puisque au moins un des acteurs clés du multilatéralisme est quand même s'est mis de lui-même en dehors du jeu. Donc comment on va faire ça? Il y a une notion, il y a des gens qui parlent de coalition of the willing. Je préfère la notion de coalition of the concerned, donc la coalition des concernés sur différents sujets. Travaillons ensemble avec cette volonté. Et là, je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit, en particulier sur la santé. Je crois qu'il y a un travail narratif, il y a un travail philosophique, il y a un travail d'éducation sur replacer la santé comme un bien commun public. Nous, on est tous d'accord ici, mais tout le monde n'est pas absolument d'accord là-dessus. Et donc, on sait que notre monde dans son ensemble a eu une évolution vers le tout marché, on va dire. Et donc, comment on revient en arrière sur un certain nombre de dimensions? Il ne faut pas en choisir trop, mais la santé en est un évident. Moi, un autre que j'aime à mettre aussi sur la table, c'est évidemment l'éducation, comme des biens communs publics, et essayer de montrer pourquoi et comment, si on ne traite pas ces dimensions-là comme des biens communs publics, on va tous le payer très cher. Un autre exemple qui est très, très intéressant, mais qui est évidemment lié à la santé, c'est l'eau, évidemment. Et là, il y a eu des débats sur ce sujet-là. Donc, je crois qu'il faut qu'on parte du principe qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors là, totalement. On a surtout à Genève, des compétences, on a des organisations qui ont des ressources, qui ont des compétences, qui ont des expériences sur lesquelles il faut construire, mais il faut sortir des silos, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir du courage, il faut aller chercher des coalitions qui sont prêtes à commencer, et puis ensuite, une fois que ça marche,
ça s'élargit. Donc, et ça, c'est vrai que Genève est quand même assez bien placée pour faire ça. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir la discussion à la salle et aux participants en ligne, j'aimerais donner la parole à l'ambassadeur Vimont. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste quand même, d'un point de vue géopolitique, à quelque chose d'assez fort avec cette tendance même impérialiste des États-Unis, avec la Russie, la Chine. On a l'impression de retourner à une structure des pouvoirs du 19e siècle. Et d'un autre côté, on a aussi le Sud, les BRICS qui se fédèrent et tout ça. Comment vous vivez cette période, comment vous l'analysez et quelles sont les pistes à suivre? On a tous entendu le discours de Mark Carney à Davos sur les petites et moyennes puissances qui doivent s'affirmer dans un contexte où les grandes puissances se fichent un peu du droit international et de l'ordre international. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, pour être aussi simple que possible sur un sujet aussi vaste que celui-là, c'est qu'au fond, il faut que les partisans, que les pays qui veulent défendre le multilatéralisme, éventuellement en l'améliorant, en le réformant, que ces pays s'organisent pour travailler ensemble. On voit bien qu'il y a d'un côté, on les appelle d'ailleurs comme ça, les puissances révisionnistes qui envisagent d'avancer en dehors du système multilatéral, même si parfois certains d'entre eux essaient de donner l'apparence de rester fidèles au multilatéralisme, mais c'est fondamentalement ceux qui n'hésitent pas à recourir à la force, ceux qui ne croient plus beaucoup aux principes de la Charte des Nations Unies, etc., etc. Donc, ce que le Premier ministre canadien disait, je trouve que ça a du sens. Lui parlait de puissance moyenne. Moi, je parle plus généralement ce qu'on pourrait appeler les amis du multilatéralisme doivent d'une manière ou d'une autre se regrouper. Mais pour revenir à ce qui a été dit avant, et ce serait mon deuxième point, il me semble que les amis du multilatéralisme doivent aussi se rappeler que le multilatéralisme, il était fondé sur une idée de ce que j'appellerais de responsabilité collective. C'est-à-dire que quand on négocie sur la santé comme sur les autres biens publics mondiaux, on a une sorte d'obligation de résultat, d'arriver à un résultat et d'arriver à se mettre d'accord parce que sinon, on va nulle part. Or, je crains un petit peu que ce sentiment de responsabilité collective, il soit un peu en train de s'effacer et d'être mis de côté. Et que quelque part dans les organisations multilatérales, qu'elles soient mondiales comme ici avec l'OMS ou aux Nations Unies à New York ou ailleurs, ou qu'elles soient régionales comme l'Union africaine ou l'Union européenne, cet esprit-là d'un travail collectif, il faut le requinquer, lui redonner un peu d'énergie politique, ce qui veut dire du leadership. Vous savez, la définition que donnait Henry Kissinger dans son dernier livre, qu'il a écrit à peu près à 100 ans, je crois, qui s'appelait Leadership, il disait « Le leader, c'est celui qui fait le pont entre le passé et le futur ». Et je trouve que c'est une formidable définition par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des dirigeants qui sont capables de réfléchir à l'avenir à partir des leçons du passé et de trouver, comme vous le disiez très bien, si c'est nécessaire, la flexibilité pour avancer à quelques-uns, si on ne peut pas tous avancer ensemble, ou d'autres formules de ce genre, innovatives, créatives. C'est ça qu'il faut trouver aujourd'hui pour recréer cet esprit et cette responsabilité collective qui manque un peu. Merci infiniment. On félicite le panel, qui était vraiment une discussion formidable. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Levez la main et voilà, on va vous donner la parole. Peut-être madame au milieu. Merci beaucoup et félicitations pour l'organisation de ce panel en français. C'est la première fois que je viens à une conférence en français à l'Institut. Je suis Valérie Vallée
Je suis chercheuse invitée au Centre de migration globale et je donne un cours sur migration et santé avec une perspective du cycle global ici à l'Institut avec le professeur Eric Deschila. Et ma question, c'est dans une perspective d'inclusion, quel type de partenariats sont essentiels pour relever les défis actuels liés à l'accès effectif et de l'accès à la couverture sanitaire universelle afin de ne laisser personne derrière dans la perspective de la réalisation des ODD, des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Merci. Qui veut répondre? Parfois, Monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas si je vais répondre à sa question. Elle demande quel type de partenariat il nous faut aujourd'hui pour relever le défi de la santé globale. Je crois que nous sommes dans le multilatéralisme. Il faut un partenariat inclusif. Malheureusement, ce que nous vivons depuis un certain temps, l'inclusivité est talonnée par la fragmentation. Je crois qu'il faut qu'on combatte la fragmentation. Quand on parle de santé globale, c'est la santé mondiale, c'est la santé inclusive. Parce que le microbe n'a pas besoin de visa, le virus n'a pas besoin de visa. Pour moi, il faut un partenariat inclusif. Pas régionalisé, il faut vraiment un partenariat solide, un partenariat qui fédère, un partenariat qui prend toutes les initiatives pour adresser les questions de santé. On est tous unanimes que la santé est un bien public. Lorsque un microbe se déclenche, je ne sais pas, au sud, il suffit d'un coup de vol, d'un vol pour qu'il se retrouve au nord. Il nous faut bâtir un partenariat solide, un partenariat qui est assis sur la philosophie de santé, bien public, patrimoine mondial. Merci. Une autre question dans la salle? Voilà. Monsieur. Merci, chers copalénistes, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je me présente Daouda Salifou Ablaziz. Je suis conseiller à la mission permanente du Niger. Je suis en charge donc des questions de santé et j'ai suivi de très près les négociations concernant le traité actuellement pour ce qui est de l'annexe. J'aimerais d'abord faire un petit commentaire avant donc de poser ma question, si vous me le permettez. Je pense que la grande limitation qu'a connue la diplomatie sanitaire ou de façon la gouvernance sanitaire mondiale, c'est que c'était d'abord une diplomatie technique. Et maintenant, c'est devenu politique. Parce que la preuve, lors des négociations, nous avons su, comme l'a relevé l'ambassadeur Vimon, en fait, nous ne sommes pas prêts à tout. Parce que la Covid a justifié que tout ce qu'on faisait, ce n'est que vraiment des actions de façade. Parce que le monde n'était pas prêt. Mais aujourd'hui, dans le cadre de ces négociations, nous avons vu qu'on demande aux pays du Sud de laisser l'accès aux pathogènes. Mais pour ce qui est donc du partage de bénéfices, on nous fait comprendre que c'est des industries privées et à le droit de la propriété intellectuelle. Donc, ma question à ce niveau, quel est réellement le poids du continent africain dans la gouvernance mondiale sanitaire? Voilà ma question. Merci. Qui veut répondre? Monsieur l'ambassadeur. Mon chef se trouve d'être africain, le docteur Tedros. Ça veut dire que je crois qu'il faut... Il y a des très grands défis à soulever, mais il faut sortir des stéréotypes. Les influences sont beaucoup plus réparties que ce qui ne l'était il y a 20 ans. Moi, j'ai commencé en diplomatie de santé il y a presque 25 ans pour le gouvernement suisse. Et puis, ce que je voyais là, il y avait peut-être 5 pays avec des attachés à la santé. États-Unis, Pays-Bas, Angleterre, et quasi aucun pays de ce qu'on dit du Sud. Maintenant, il y en a, c'est beaucoup plus réparti. Ça veut dire les influences changent dans la bonne direction, mais les grosses influences, ça reste. Mais j'ai bien vu des processus très, très influencés par des collègues africains. Marie-Laure. Finalement, là aussi, le départ des États-Unis est sans doute une opportunité.
C'est sans doute une opportunité pour repenser des coalitions qui sont des coalitions déconcernées, comme j'aime les appeler, et dans lesquelles l'Union africaine ou des pays africains doivent prendre aussi leur leadership et c'est le bon moment en fait. Hein, c'est le bon moment de changer en fait cette donne. Je trouve intéressant ce que dit Marie-Laure. Effectivement, l'Afrique, c'est peut-être le bon moment de saisir une opportunité, mais c'est exactement le cas aussi pour la Genève internationale, qui a dépendu énormément de la contribution américaine. Donc, on pose les mêmes questions, en fait. Autre question dans la salle ou en ligne? Merci. Monsieur. Je suis Dr Manasseh Kassi, gestionnaire de portefeuille au Fonds mondial. C'est un véritable plaisir de vous écouter, chers membres du panel. Et nous avons particulièrement apprécié le point relevé par l'ambassadeur, son Excellence Vimont, à savoir le pont entre le passé et le futur pour vraiment développer un leadership qui soit fort. Nous assistons à un renforcement du bilatéralisme transactionnel. Quels sont les outils que nous avons à disposition dans le cadre de la santé, la diplomatie en santé mondiale pour faire face à ces défis qui risquent de saper tous les fondamentaux qui ont été établis depuis plusieurs décennies. Et pour faire écho à la discussion qu'on vient juste d'avoir sur la place du Sud global, dans les discussions ce matin, donc, parmi les auditeurs, il y avait pratiquement cette frustration de ne pas voir beaucoup de présence, de force, beaucoup de voix qui sont portées par le Sud global. Comment est-ce que ce Sud global-là s'organise pour faire face aux défis, mais également pour prendre la place qui lui est due, pas seulement en termes de réclamation, mais en termes également d'actions concrètes endogènes. Monsieur l'ambassadeur Sylvain Nunes. Merci, très bonne question. J'attendais, n'est-ce pas, quelqu'un qui non seulement disait que c'est bien sans les États-Unis, mais ils ne sont pas présents au sein de l'OMS, mais ils sont très actifs en dehors. Donc, et pour d'autres pays aussi. Alors, je crois que le meilleur antidote, c'est vraiment ce qu'on a déjà, c'est l'OMS. On a parlé, en tout cas tous, on est d'accord qu'on ne peut pas gérer, administrer, prévoir, se préparer, et donner une riposte aux problèmes de santé sans qu'il y ait cette idée, n'est-ce pas, qui est de 190 et plus, et maintenant il y a un autre qui veut sortir aussi, mais bon, on compte parmi plus de 190 pays qui sont d'accord pour ce consensus. Et oui, il faut restructurer l'OMS, il faut faire face aux défis, n'est-ce pas, budgétaires et autres, et structurels, mais on n'a pas encore créé une organisation qui soit mieux structurée ou mieux pensée que l'OMS. Donc, la centralité de l'OMS pour résoudre ce genre de problème, elle est pour nous le point central. D'autre part, on a assisté avec l'adoption du traité sur les pandémies une réponse, n'est-ce pas, à cette fragmentation, à ce nationalisme sanitaire, à cet individualisme à outrance, à cette idée de ne pas être ensemble. Donc, je crois que, à mon avis, avec l'adoption de cet accord, c'est la solidarité qui a gagné. Donc, elle a été fragilisée, c'est sûr. Et l'épisode du vote au comité A, ça nous a indiqué, n'est-ce pas, une certaine hésitation, mais à la fin, il y a eu accord. Donc, un consensus, une unanimité pour l'adopter. Donc, plus on fait ce genre d'exercice, n'est-ce pas, collectif, solidaire, plus on aura des moyens pour combattre la militarisation transactionnelle. Il faut dire, c'est très préoccupant quand on regarde. Je crois que quand j'ai compté, on était à 34 pays qui avaient déjà capitulé complètement aux pressions d'un autre pays du Nord. et parfois, bon, les circonstances sont différentes, n'est-ce pas? Mais le contenu de certains de ces accords bilatéraux, donc, s'ils sont basés sur la souveraineté, on peut pas, il faut respecter. C'est la volonté d'un pays. Mais c'est vraiment un virus qui a cette possibilité de mettre en cause tout le système et aussi la santé mondiale. Parce que parmi une des conditions, c'était
vous me donnez vos pathogènes, je vais développer les solutions et après, je vais voir ce que je vais faire. Donc, équité nulle, pour te dire. Alors, ça, c'est pas acceptable. Donc, c'est au moment-là où on doit mettre finance et santé, développement et affaires étrangères ensemble. Parce que si on va sur le côté de la finance, on est perdu. Merci. On va procéder à la dernière question, je pense, parce qu'on arrive au bout de ce débat. Monsieur. Merci, chers panélistes. Je suis Youssouf Traoré, je suis médecin de santé publique et aussi enseignant-chercheur. Je viens de la Côte d'Ivoire et auditeur de cette formation. Moi, je parlerai du règlement sanitaire international que vous connaissez bien, qui est un instrument juridiquement contraignant qui doit empêcher d'entraver inutilement le commerce et le trafic international. Mais quand il y a eu la Covid, pas mal de pays ont fermé leurs frontières. Et aujourd'hui, moi, je me demande, on a le droit qui est là, on a aussi la diplomatie. Quels sont les mécanismes ou les méthodes que nous devons utiliser aujourd'hui pour transformer cette diplomatie en santé, pour permettre aux gens de circuler librement? Merci. Monsieur Silberschmidt. On entend souvent que le droit international ne fonctionne plus. Est-ce que si vous avez des dépassements de vitesse ou des gens qui se garent mal, ça veut dire le droit du trafic, ça ne marche pas? Ah ben non, le fait que le droit soit violé ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et si vous prenez les 20 ans de passé de l'histoire, en 2003, il y avait le SRAS, l'OMS avait littéralement aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait dire, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas dire. Les recommandations de la directrice générale de l'époque étaient sur une base légale difficile. On a négocié le règlement sanitaire international en 2005, mais après, il y avait d'autres épisodes. L'Ebola, 2-3 ans plus tard, ça prenait 4 mois jusqu'à ce que le premier $1 soit donné à l'OMS pour pouvoir intervenir. Suite à quoi, il y avait la création du fonds de prévoyance, le CFI, où maintenant on peut réagir dans les 24 heures. Il y avait la pandémie de grippe, on a créé le PIP Framework, où les 10% pour la grippe sont acquis et fonctionnent. Ça veut dire que c'est toujours pas par pas que ça vient, et le fait que pas tous les pays suivent le règlement sanitaire international ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. La grande majorité suit les recommandations. Juste une précision, si je peux. Il y a plusieurs instruments à la disposition selon la constitution de l'OMS, n'est-ce pas? Et l'article 19 parle de conventions ou de traités. Et l'organisation n'a fait qu'une fois usage à cet article 19, c'était la Convention sur le tabac. Donc, la deuxième fois, c'est l'adoption du traité sur les pandémies. Seulement, dans l'histoire de l'organisation, 2 instruments, un qui sera encore mis ouvert à l'ouverture. D'autres articles suivent des recommandations ou des réglementations qui ont un poids juridique différent. Donc, il faut faire attention à cela. C'est pour cela que le traité sur les pandémies a une importance accrue, parce qu'il est plus contraignant, juridiquement parlant, parce qu'il est adopté sous l'abri de l'article 19. Merci beaucoup. Bon, on l'a constaté au cours de cette discussion, les défis sont considérables, mais ils peuvent tout à fait être relevés. Merci beaucoup au panel. Et je passe maintenant, je crois que c'est la parole à Henri Monceau, ambassadeur, représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, qui va nous donner un mot final. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, je m'en voudrais moi aussi de ne pas féliciter. Alors, ils ne sont que 3, mais comme les 3 mousquetaires, ils sont 4 en réalité, les initiateurs, les porteurs de cette magnifique formation. Quelle santé parce que, et je le dis presque sans jeu de mots, j'étais tout à l'heure à la formation en début d'après-midi, il y avait une intensité dans le débat,
Ces gens avaient pris peut-être 20 minutes pour déjeuner, ils voulaient absolument retourner au combat, ils étaient là-dedans. Et puis je reviens quelques heures plus tard, je vois que c'est toujours la même chose. Et je me dis, mon Dieu, c'est beau, c'est un grand défi. Mais en réalité, rien n'est très normal dans ce qui se passe ici. J'ai entendu tout à l'heure qu'il s'agissait d'une formation assurée par des bénévoles, que tout ça nécessitait de trouver de l'argent parce qu'en réalité, il n'y avait pas de flux initiaux, il n'y a manifestement pas de transactions. Mais c'est étonnant, ça, à l'époque que nous vivons. Et donc, c'est pas normal, en tout cas, au regard du new normal. Hein, moi, je peux me permettre un petit anglicisme de temps en temps. Et donc, oui, ironiquement, on peut dire qu'il n'est pas tout à fait normal, en effet, que ça soit dans ces conditions qu'une aussi belle initiative se déroule. Elle devrait être chose naturelle. Et ça nous renvoie à quelque chose qui, en effet, n'est pas normal dans le système multilatéral, j'ai envie de dire, d'avant, puisque, en effet, il est apparu en 2012 qu'il y avait là un besoin criant, qu'il n'y avait pas de formation en français. Alors, la question n'est pas seulement celle du français, elle est celle du multilinguisme, celle de travailler dans plusieurs langues, parce que comment imaginer un universalisme qui ne soit pas dans le multilinguisme, qui ne permette pas la décentration et la prise de distance avec ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire. Et en effet, ça, c'est aussi probablement une des choses qu'a manqué le système multilatéral, qu'ont manqué les Nations Unies, de ne pas comprendre à quel point il fallait aussi investir dans ces biens communs, dans la pratique, dans la méthode et pas seulement dans les résultats. L'ambassadeur Vimon, cet après-midi, disait dans la formation qu'on souvent le système multilatéral et la diplomatie plus généralement étaient trop dans les process, dans les procédures, dans le fait de trouver des solutions concrètes mais qui finalement faisaient passer le temps et pas qui allaient réellement à l'essence, qui tentait vraiment de trouver des solutions et des solutions durables. Et pas normal, enfin, par les temps qui courent à nouveau, d'avoir autant de bonnes nouvelles, parce que là, il y avait un accord de la part des panélistes pour considérer la santé comme bien public, et donc un bien public qui participait de la sécurité, qui participait de la paix, qui participait des droits de l'homme. Il y a donc bien un socle commun. On a rappelé ce socle commun, je reviens à ce mot d'universalisme, à cette réalité de l'humanisme aussi qui est maltraité, qui est souvent simplement tue de nos jours. Alors, on a vu aussi parmi les bonnes nouvelles la marge de progression. On a eu plein d'idées et je ne vais pas vous les répéter parce que je suppose que vous êtes épuisés, mais moi je le suis en tout cas. Je vais pas. Vous avez de la chance, je ne vais pas être long cette fois-ci. D'habitude, il y a toutes ces pistes qui ont été pointées, identifiées, dressées et qui sont extrêmement intéressantes. Je ne reviens pas sur elles, mais en tout cas, on a défini le moment que nous vivons comme un moment d'opportunité, un moment de réflexivité. Et donc, il faut, là, l'expression a été employée, mais je dois dire que ça m'a un peu peiné à ce moment-là parce que j'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues que je croise et avec qui je travaille constamment, mais il y a quelqu'un, alors il est parti, je peux le dire librement, il y a quelqu'un qui pour moi, c'est plus que de l'admiration, c'est une idole. J'avais deux idoles dans ma jeunesse, c'était David Bowie et Pierre Vimon. Pierre Vimon est parti. C'est un diplomate absolument extraordinaire qui a une carrière formidable et qui a toujours tenu avec le même flegme, avec le même recul, la même distance, un discours de fond, un discours visionnaire
tout en assumant des situations qui n'ont pas été simples. On parlait tout à l'heure de la guerre d'Irak en 2003, et donc c'est quelqu'un qui évidemment a cette lucidité, mais c'est lui qui, dans ce flot de bonnes nouvelles, a dit mais il faudrait quand même arrêter d'être dans le déni. Et c'est vrai, en fait, il faut le voir comme ça aussi. Nous avons besoin de lucidité, nous avons besoin de rappeler aux égoïstes qu'ils sont égoïstes. Et il faut que les multilatéralistes, parce que on recouvre trop souvent les choses derrière l'étiquette des pays, mais dans tous les pays, nous avons des multilatéralistes, nous avons des humanistes, des universalistes, et puis nous avons des égoïstes et des transactionnels. Et donc, il faut que partout où ils sont, les humanistes et les universalistes, rappellent aux égoïstes et aux transactionnels qu'en réalité, ils sont des court-termistes. Ils règlent des problèmes pour une petite période, et puis de toute façon, ils vont se retrouver avec au minimum le même problème et probablement un problème plus grand, ce qui nécessite en effet de pouvoir vraiment continuer à travailler sur le fond, à travailler avec une vraie méthode, ce qui ne veut pas dire la méthode d'avant, on a eu quelques bons conseils de ce point de vue-là, mais en tout cas de le faire d'une manière qui soit profonde et qui soit systémique. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler avec un grand Européen qui était Jacques Delors. Et Jacques Delors a écrit un livre qui s'appelait « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Et ce qu'il voulait dire par là, en fait, lui, il était le président de la Commission européenne et l'éducation ne faisait pas partie du domaine européen, n'était pas concernée par les traités, mais il estimait que c'était fondamental et que tout le travail qui était fait, notamment sur le volet économique, avait comme objectif de servir la culture et l'éducation. Et on pourrait dire de la même façon, en paraphrasant ce titre magnifique, le multilatéralisme, un trésor est caché dedans, et ce trésor, nous devons continuer à le faire vivre, à le faire prospérer. Je crois que c'est la leçon qui nous a été donnée ce soir encore, et on ne peut qu'en remercier très chaleureusement et vivement tous ceux qui ont rendu ça possible, les panélistes, les 4 mousquetaires, ou les 3 mousquetaires, et bien entendu, vous tous, et vous notamment, qui participez à cette formation, qui avez compris, hein, c'est le premier jour aujourd'hui, n'est-ce pas, professeur? Vous avez vu, hein, c'est le premier jour, il vous en reste 4, eh bien, bonne chance.